va pouvoir commencer. Le quorum est atteint. On a des pouvoirs. Martial, pouvoir à Tony. Sandrine, pouvoir à Cindy. Laetitia, pouvoir à Céline. Et c'est bon. Au niveau du secrétaire de séance, je vais demander à Alexis s'il veut bien être le secrétaire de séance ce soir. Et avant de passer à l'ordre du jour, vous avez tous reçu le procès verbal de la dernière réunion de conseil du 25 novembre. Vous l'avez très certainement tous lu. Oui. Est-ce que vous avez des remarques, des amendements ou des questions sur le PV? On est au voix, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Et on passe donc à l'ordre du jour. Donc, le premier point concerne la constitution du jury criminel. Donc ça, c'est sur demande de Monsieur le Préfet, comme tous les ans. On va devoir, tirer au sort, un tirage au sort, sinon qui sont inscrits sur les listes électorales, mais sinon c'est lié au nombre d'habitants de notre commune. Les 6 personnes qui vont être donc tirées au sort, ça ne signifie pas qu'elles vont être jurées d'assises. Parce que ça, c'est une première sélection. Après, la liste va être affinée par une commission spéciale auprès de la cour d'assises. Et là, il y aura le retrait des noms qui sont des personnes qui ne sont pas aptes à être jurées. Et après, il y aura encore au sein de toute cette liste encore un tirage au sort pour pouvoir être juré d'assises. Il y aura 35 personnes et 10 suppléants. Et après, il y aura une constitution de jury. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs étapes. Donc, les 6 personnes qui sont tirées au sort, ça ne signifie pas forcément qu'elles seront jurées d'assises. Donc, comme à notre habitude tous les ans, on va faire appel aux 2 plus jeunes. Donc, Cindy reste la plus jeune et le plus jeune après de séance sera Alexis. Donc, il y en a un qui va tirer au sort le numéro de page et il y en a un autre qui va tirer au sort le numéro de la ligne. Et il faut savoir qu'il y a un âge. 23 ans. Ouais. C'est bon. Et bien c'est bon. Alors, ça doit être la page 40. Et ligne 4. Adrien Cavaillès. Donc il est bien né avant le 89. 1er janvier 2004. Page 142. Et ligne 5. Séverine Loret. Page 205. Et ligne 6. Benoît Olivier. Page 252. Et ligne 7. Tom Urbain. 2001. Alexis Jussier, janvier 2004. Page 86. Et ligne 4.
Jean-Christophe Frouin. Page 145. Et ligne 9. Jean-René de Boursicot. Jean-Paul de Boursicot. Le Boursicot. Adrien Cavaillès, Céline Loret, Benoît Olivier, Tom Urbain, Jean-Christophe Frouin et Jean-Paul Le Boursicot. On va passer au second point qui concerne l'approbation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées. Alors le schéma directeur d'assainissement des eaux usées, c'est une obligation légale. Et le lancement donc, de ce schéma directeur a commencé en 2022 et on a fait appel donc, au bureau d'études SBEA. Et notre interlocutrice c'était donc Madame Bunet et que nous allons laisser faire la présentation donc, de ce schéma directeur. Très bien, merci. Bonjour à tous. On va juste attendre que ça se mette en route. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Je ne vois plus l'info, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est avec la télécommande. Si j'essaie de dupliquer. Je sais pas si elle est là-bas. Sur les deux, on va dire. Une place comme ça. Il faut le faire avec la télécommande, il faut descendre en fait. Télécommande, je pense. Les branches derrière, branche le fil série. Derrière le projecteur, derrière et tout. Là, il y a fait c'est ça, Florence. Ça c'est bon. Donc, je vais vous présenter les conclusions du schéma directeur des eaux usées de Séran, en sachant que la présentation est assez succincte, mais j'ai le rapport à côté si vous voulez rentrer dans le détail de travaux de certaines rues, c'est tout à fait possible. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste un schéma directeur des eaux usées, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas. Donc, on va commencer par une brève présentation du système d'assainissement de Séran. Donc, on a une station d'épuration qui est située au lieu-dit Ridolé, donc au sud de la commune, qui a été mise en service en 2006 et qui est de capacité 63 000 équivalents habitants. Donc, ça, c'est un ordre. Elle a été mise en service un petit peu avant. Elle a été rénovée, je crois, en 2006. Alors. Les travaux, oui, effectivement. Voilà, c'est pas l'année de construction. D'accord. Oui. Oui, sinon, sinon c'est récent. Donc, les équivalents habitants, c'est une unité qu'on utilise pour caractériser la charge organique
d'une station d'épuration. On a également une capacité hydraulique. Donc ce sont les deux paramètres sur lesquels on peut jouer pour le système de traitement, l'organique et l'hydraulique. En hydraulique, on a une capacité d'environ 2000 m3 jour. Donc retenez ce chiffre, on en parlera par la suite. On a une convention de rejet avec l'industriel Selvia. Donc c'est une station qui est, on va dire, industrielle, qui rejette, qui a des effluents qui sont principalement industriels. Il y a un peu de domestique, mais surtout de l'industrie. On a également 2 postes de refoulement, donc pour 2 petits lotissements, donc au nord le lotissement du Paradis et vers le sud le lotissement des Bruyères. Donc ce sont 2 petits postes. Et on a des arrivées aussi d'eau usée en provenance de Saint-Guillaumard, donc par le sud, et du Roc Saint-André au nord. Pour caractériser les eaux qui arrivent à la station d'épuration, donc on a 2 moyens. On a l'organique et l'hydraulique. Au niveau de l'hydraulique, on se focalise en fait sur les différents apports d'eau qui arrivent à la station d'épuration. Donc on a différents types d'eau. On a les apports sanitaires eau usée stricte, donc les toilettes, la douche, les WC, etc., qui donc correspondent à des effluents domestiques et industriels de Selvia. Mais en plus de ces eaux sanitaires strictes, on a des eaux claires qu'on dit parasites. Donc les eaux claires permanentes, donc qui surviennent en nappe haute principalement, mais également en nappe basse. Donc quand le réseau se situe sous le niveau de la nappe ou au-dessus, on va avoir des intrusions d'eau de nappe dans le réseau. On a également des eaux claires parasites qu'on dit météoriques, qui sont en lien avec la pluie. Donc quand il pleut, une gouttière qui est mal raccordée, l'eau rentre directement dans le réseau d'eau usée, au lieu d'aller dans le réseau d'eau pluviale. Et enfin, on a les eaux claires parasites qu'on dit de ressuyage, donc qui arrivent après la pluie, c'est l'effet de drainage du sol, s'il y a des casses dans le réseau d'eau usée. Donc le but du schéma directeur, ça va être de localiser et de quantifier toutes ces entrées d'eau claire parasites pour améliorer le fonctionnement du réseau, pour éviter par exemple qu'il y ait des déversements, comme vous avez pu le voir un peu en ce moment à droite à gauche sur les stations d'épuration et les postes de refoulement. Donc suite à cette localisation des défauts, donc qui mènent aux entrées d'eau claire parasites, on peut établir un programme de travaux hiérarchisé pluriannuel sur 10 ans. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Est-ce que tout est clair pour les bases? Très bien. Donc ce qu'on a fait au cours de l'étude, donc pour caractériser tous les débits qui arrivent à la station d'épuration, on a fait des campagnes de mesure de débit, de nappe haute et de nappe basse. En nappe haute, on a également fait une sectorisation de nuit de tous les débits. Donc on s'est baladé sur toute la commune et on a fait des mesures de débit en différents points pour localiser les eaux claires de nappe haute, puisqu'on considère que c'est la nuit que les gens dorment, donc il y a le moins de rejets d'eau usée. Donc on a mesuré les eaux claires de nappe, on est à environ 500 m3 jour, pour une capacité de 2000 m3 jour. C'est-à-dire qu'on a déjà un quart du volume qui arrive à la station d'épuration de nappe haute, qui correspond à des eaux claires de nappe, uniquement de nappe, pas d'eau de pluie. Ce qu'on a réalisé par temps sec. Une fois qu'on a fait cette nocturne, on a réalisé des inspections télévisées dans le réseau, sur les secteurs qu'on avait identifiés comme étant les plus infiltrants, pour essayer de localiser des infiltrations d'eau de nappe dans le réseau. Et une fois qu'on a pu faire ces ITV, on a abouti à un programme de travaux sur le réseau, basé sur les défauts qui ont été observés. En parallèle, on a réalisé des essais à la fumée, c'est-à-dire qu'on injecte de la fumée, de la paraffine dans le réseau d'eau usée et on regarde s'il ressort dans les gouttières, dans les bulles, pour vérifier que le réseau d'eau usée soit bien séparé du réseau d'eau pluviale. Donc sur ces rangs, on a fait 10 km de quasiment l'intégrité du réseau qui a été inspecté aux fumées. Donc on a identifié des défauts, normalement sans conséquence, mais on a quand même identifié des défauts qui seront contrôlés par la suite. Donc c'est les contrôles de raccordement en colorant qu'on réalise habituellement dans le cadre de vente, qui pourront être déclenchés. On avait fait toute une liste dans le rapport de phase 3, donc des contrôles qui seront à réaliser. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour la méthodologie? Oui? Très bien. Pour le programme de travaux, donc suite à la visite nocturne, comme je vous l'ai expliqué, on a fait des ITV. Et donc par rapport à ces ITV, on a pu catégoriser les défauts recensés sur le réseau. Donc on a par exemple des infiltrations, une casse sur le réseau, des racines qui vont entraîner des intrusions d'eau claire parasite de nappe ou de drainage,
Voilà, donc on peut avoir aussi des exfiltrations, c'est-à-dire de l'eau usée qui sort du réseau en période de nappe basse. Donc nous, on a identifié tous les défauts, on les a structurés et on a fait un tableau qui reprend l'ensemble des rues qui ont été inspectées depuis quelques années déjà, pas uniquement les ITV qui ont été réalisés dans le cadre de ce schéma directeur. Donc on a repris toutes ces inspections, on les a analysées, et donc vous avez ici par exemple la liste, alors c'est un peu petit, je vais vous les lire. La liste de tous les réseaux qui ont été identifiés comme infiltrants. Donc dans le rapport, vous aurez la carte détaillant tous les secteurs analysés avec les défauts, en disant par exemple à 5 mètres linéaires, sur tel tronçon, on a une infiltration, on a une casse. Donc tout est détaillé. Donc par exemple, on a au lotissement Kerr-Joseph, on a un morceau de réseau qui est fortement infiltrant et qui est très dégradé. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau usée qui sort de ce réseau. Donc vous avez le code couleur en bleu, on ne voit pas très bien. En bleu, c'est infiltrant, et en rose, c'est de l'exfiltration. Donc dans l'autre sens. On a le réseau de la Suée, qui est également qui est très infiltrant, qui représente à lui seul 16% des eaux claires parasites de nappe qu'on a mesuré lors de la visite nocturne. On a également le réseau Pont-Salmon, le ruisseau du Pont-Salmon juste à côté, le lotissement Kérogène également. Et enfin, quelques travaux sur les regards et les branchements réalisés au niveau de la Madeleine, et puis des petits regards à droite à gauche, mais qui représentent au total environ 12-13% des eaux claires parasites de nappe. Donc ce sont des petits travaux, mais qui ne sont pas négligeables. On peut faire rapidement, et qui pourront avoir un gros impact dans l'immédiat. Excusez-moi. Alors, pour le montant de ces travaux, pour la réduction des eaux claires parasites de nappe, on est aux alentours de 538 000 €, pour gagner environ 47% d'eau claire de nappe. Donc on était à environ 500 mètres cubes jour identifiés, donc on pourrait atteindre 250 mètres cubes jour environ. Voilà, donc ça permettrait de réduire significativement les débits en entrée de la station d'épuration. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce qu'il y a eu des contrôles de fait par rapport aux eaux de pluie des gouttières des maisons? Pardon? Les eaux de toit des maisons? Oui, alors nous on a fait des prescriptions. On a dit, suite aux essais à la fumée, tel bâtiment, les gouttières ont fumé, il faut le contrôler. Donc ça, on a transmis la liste. Après, à savoir si ça a été fait ou pas, je ne sais pas. Il faudra voir avec la sorte. Oui. Mais c'est prévu. C'est la suite logique des choses, en fait. Suite aux essais fumigènes, on réalise les contrôles de branchement des habitations. Ensuite, on passe aux travaux d'amélioration du fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va parler des réseaux qui sont en mauvais état, ou peu dégradés, ou alors de l'amiante-ciment. Donc l'amiante-ciment, c'est un matériau de canalisation qui est assez vieillissant et qui aujourd'hui ne doit plus être opposé, puisqu'il s'agit d'amiante. Donc on tend à l'enlever quand on fait les travaux, au lieu de le laisser sur place. C'est dans l'idéal, après on fait comme on peut. Donc cet amiante-ciment qui est vieillissant, il a une durée de vie d'environ 50 ans. Et à Serran, il a été posé dans les années 80. Donc, il arrive aujourd'hui le moment de renouveler ce réseau. Donc, on a beaucoup d'inspections télévisées sur ces réseaux. Certains sont en bon état, d'autres ne le sont plus. Donc, il faudra réaliser les travaux en priorité sur les réseaux qui sont dégradés ou en mauvais état. Ceux qui sont par contre peu dégradés ou en bon état ne représentent pas une urgence dans l'état actuel des choses. Mais il faudra quand même penser à les renouveler. C'est ce qu'on appelle donc la gestion patrimoniale des réseaux. Donc au niveau des réseaux dégradés, on a encore une fois le lotissement Kerr-Joseph qu'il faudra traiter en sachant que cette partie-là du réseau n'était pas infiltrante. On a également des petits travaux à droite à gauche et le réseau au niveau de la Madeleine, du carrefour de la Madeleine et de la route départementale. Le lotissement Kérogène également et la rue des Tilleuls. Voilà. Et ensuite, les réseaux sont peu dégradés, donc moins d'urgence. Au niveau de cette gestion d'amélioration du fonctionnement, on atteint 958 000 €. Mais tout n'est pas à réaliser dans l'immédiat. Voilà, ce sera sur 10 ans.
On a, suite à toutes nos études, on a quand même des doutes qui persistent. Donc notamment, lors des ITV, ils ont pu analyser qu'il y avait un branchement qui coulait. Donc on voit de l'eau claire qui arrive du branchement. Donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'eau de pluie, d'eau sanitaire ou d'eau de nappe. Donc pour ça, il faudra passer une caméra dans le branchement, remonter le branchement, pour vérifier qu'il n'y ait pas de casse sur le branchement, qui pourrait laisser rentrer donc, des eaux claires parasites de nappe, de drainage ou de pluie. En sachant qu'il est considéré aujourd'hui que la moitié des eaux claires de nappe provient du domaine privé. Donc nous, on peut agir en tant que collectivité sur le domaine public, mais il faudra aussi voir avec les usagers pour bien réaliser des travaux en domaine public, en privé. Pardon. Donc pour ça, j'ai proposé des inspections complémentaires sur certains branchements qui seront donc à vérifier et à contrôler, notamment en colorant éventuellement pour faire l'objet d'un contrôle complet. On a également des ITV que l'on peut réaliser sur les secteurs que l'on n'a pas inspectés suite à la visite nocturne, donc les secteurs qui étaient moyennement infiltrants. Donc ça, je voulais intégrer dans le programme de travaux. Vous avez les secteurs qui sont définis. Et enfin, une fois que tous les travaux sur les réseaux infiltrants seront réalisés, ce serait bien d'envisager une nouvelle visite nocturne pour requantifier et resectoriser les entrées d'eau claire parasites de nappe. Donc tronçon par tronçon, pour vérifier que les travaux réalisés ont bien eu un impact positif sur le fonctionnement du réseau. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Pour parler des ouvrages maintenant. Donc on a une station d'épuration qui vieillit. Donc on a plusieurs choses dans cette station d'épuration. On a un lit bactérien qui est vieillissant, donc c'est un ouvrage d'assainissement, qui est vieillissant, qu'il faudra renouveler, réhabiliter pour un montant de 350 000 €. Donc ça, ce sont des chiffres que j'ai établis avec mon collègue de la maîtrise d'œuvre, qui est venu visiter la station d'épuration et qui a fait une proposition chiffrée un peu plus détaillée que ce que j'aurais pu faire en début d'étude. On a également le génie civil du bassin d'aération. Donc du premier bassin d'aération, on a des piles de ponts. Je ne sais pas si vous voyez comment elle est faite la station d'épuration. On a le bassin d'aération, un bassin, et au milieu, on peut circuler, il y a un pont. Et ces piles de ponts sont abîmées. On voit les armatures. Bon, niveau sécurité, c'est normal, les influents sont industriels, ils attaquent le béton. Donc c'est un vieillissement tout à fait normal. Donc ça, il faudra le traiter. On a également l'étanchéité des lacunes de gestion des surdébits qui seront à renouveler, puisqu'aujourd'hui, en fait, les effluents peuvent s'infiltrer. Au lieu de rester stockés et d'être refoulés par la suite dans la station d'épuration, ils peuvent s'infiltrer dans le sol. Donc ça, c'est pas trop accepté. Et enfin, il faudra envisager donc, de redimensionner la filière boue. Donc ça, c'était une préconisation de l'exploitant. Et voir également pour une réhabilitation du silo de stockage des boues. Donc ça, ce sont des choses qui ont été détectées lors de l'audit de la station d'épuration, qui étaient réalisées en présence de la SOR. Voilà. Pour les postes de refoulement, donc ils sont en bon état, ils sont assez récents. Il n'y a pas de problème particulier, ils n'ont pas de trop-plein non plus. Donc il n'y a pas de débordement possible, sauf débordement par le haut qui reste exceptionnel. Et à ma connaissance, il n'y en a pas eu, notamment ces derniers temps. Je n'ai pas le droit de noter. Donc pas de problème pour les postes de refoulement. Donc, quand on additionne tout cela, tous ces travaux, on obtient un montant d'environ, on va dire, 2,5 millions d'euros, auquel on peut rajouter les frais annexes. Donc la topo, s'il y a besoin, le relevé topographique, pardon. De la géotechnique, s'il y a besoin également. A priori, non. Les frais de maîtrise d'œuvre. Donc on obtient un montant d'environ 2,7 millions d'euros. On est parti sur une base de subvention hypothétique, j'insiste. On est parti sur vraiment la même base de subvention que ce qui a été considéré dans le schéma directeur des eaux usées d'OBC. Donc 25% de l'agence de l'eau et 10% du département du Morbihan. Donc ça, ce sont des suppositions. Restera à valider avec les services de l'État et du département si oui ou non vous pouvez y prétendre. Si on considère toutes ces subventions, il lui reste en charge donc 2,09 millions d'euros, soit 2,34 millions d'euros avec les frais annexes.
Donc pour essayer de clarifier les choses, j'ai établi 2 plans pluriannuels d'investissement, 2 PPI, avec et sans subvention. Donc je vous propose de plutôt partir sur le sans subvention, comme ça vous aurez une bonne surprise avec subvention au cas où. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, trop tôt pour échanger. Alors, au niveau de la priorisation des travaux, donc pour 2026-2027, il est préconisé de s'intéresser donc aux réseaux et aux regards qui sont infiltrants, qui occasionnent donc des surcharges hydrauliques à la station d'épuration, aux réseaux qui sont exfiltrants et en très mauvais état, ou qui menacent de s'effondrer, ou qui sont déjà effondrés et qui déversent des eaux usées dans le milieu naturel. Réaliser également les investigations complémentaires, alors il y en avait pour, je crois, 5200 avec la nocturne. Donc, c'est vraiment minime comme travaux, mais c'est à faire. Et sachant que derrière, il peut y avoir des travaux complémentaires à réaliser, notamment en domaine privé. Et ensuite, commencer les travaux sur la station d'épuration, notamment les lagunes de surdébit, et puis étaler, c'est vous qui voyez, étaler tous les frais qu'il peut y avoir sur la station d'épuration. On est quasiment à 1 million d'euros, rien que pour la station d'épuration. Donc dans le PPI que j'ai proposé, j'ai lissé ces travaux sur plusieurs années. À vous de me dire si ça vous convient ou pas, au niveau financement, ce qu'il est possible de faire. Je pense qu'il est intéressant justement de lisser sur 10 ans comme il a été proposé, en priorisant bien entendu les travaux urgents, notamment tout ce qui concerne les infiltrants. Oui, Absolument. absolument. Vous l'avez présenté en premier temps, là, pour un montant de 538 000 euros. Enfin, Oui. Il faut vraiment cibler sur cette partie-là parce que c'est la plus ancienne et la plus urgente. En fin de Absolument. Au niveau de la station, il y a des travaux urgents. Oui, les lacs urgences aussi. Donc il y a un cumul quand même. Tout en sachant qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on cumule en fait des Au excédents, niveau hein, des excédents. parce qu'on savait très bien qu'on allait avoir des travaux à faire. Donc c'est vrai que sur les premières années, on n'a pas trop de soucis de financement. Non, c'est ça, parce qu'il y aura de potentielles subventions, mais il y a aussi toute la notion d'excédent, comme le disait Céline, donc un recours à l'emprunt qui n'est pas certain, en fin de compte. D'autant plus si on vit sur 10 ans, on peut peut-être éviter le recours à l'emprunt. D'accord, ce sera là. Tout est bien pour la commune. Donc 2026-2027, on serait entre 414 000 et 430 000 euros d'investissement annuel, si on prend en compte l'ensemble des travaux pour 2026-2027. Avec subvention, on serait aux alentours de 337 000 euros sur ces 2 années. Pour 2028 à 2030, donc je vous propose de s'intéresser aux réseaux qui étaient un peu moins filtrants et aux réseaux en mauvais état, ainsi que continuer les travaux sur la station d'épuration. Donc ça représente environ 220 000 euros par an. Et enfin, pour la fin de la durée du schéma directeur 2030-2035, ce sera plutôt les réseaux qui sont en amiant de ciment, moyennement dégradés, mais qu'il faudra quand même renouveler dans un but de gestion patrimoniale. Donc ça, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'urgence à faire ces travaux-là, en sachant que les ITV que l'on a exploités, c'est une sorte de photographie à l'instant T. Donc le réseau a pu évoluer depuis. Pour estimer le prix de l'eau, donc c'est-à-dire l'impact de tous les travaux sur le prix de l'eau, du mètre cube, donc en supposant qu'on fasse recours à un emprunt, on est parti sur plusieurs hypothèses. Donc on a considéré que la redevance de Selvia était celle définie donc, dans la convention de rejet, donc avec une part fixe et une part variable. Donc la part variable basée sur le prix du mètre cube, il me semble, pour les usages domestiques également. C'est le même prix au mètre cube, entre 0 et 6 000 mètres cubes. Oui. Et au-delà de 6 000. Okay. Donc en 2024, on a estimé une consommation d'eau potable de Selvia de 197 000 mètres cubes, ce qui nous fait environ, selon nos calculs, 56 000 euros annuels hors taxe de redevance. Donc on a parlé des subventions en deuxième hypothèse.
On est parti sur une supposition, une hypothèse, à vous de nous confirmer, un autofinancement à 1 million d'euros. Donc on a, c'est bien ça? On peut compter les 1 million, Oui. c'est sûr. D'accord. Ok, pardon. Très bien. Donc comme ça, ce prix, le montant total des travaux, moins l'autofinancement, doit être financé par un emprunt. Et donc cet emprunt se fait ressentir sur le porte-monnaie des usagers. Alors c'est pas très amusant, mais du coup voilà, on calcule l'augmentation du prix de l'eau en lien avec les travaux. On a considéré que l'ensemble des abonnés raccordés à la station de Ceyran étaient concernés, y compris ceux de Saint-Guillaumard et du Roc-Saint-André, donc ça c'est à discuter. C'est à vous de nous dire, c'est une question plutôt politique derrière, donc c'est à vous de nous indiquer votre choix. On a également pris en compte les nouveaux abonnés à venir d'ici 2035, donc l'urbanisation, les nouveaux habitants. Et on est parti sur une base pour un emprunt à 4% d'intérêt sur 20 ans. Est-ce que toutes ces conditions hypothétiques vous conviennent ou est-ce que vous voulez qu'on les modifie en base de travail? C'est difficile en fait de vous exprimer parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Et oui, On ne maîtrise pas vraiment le coût des travaux, ce sont des estimations, les appels d'offres peuvent dire que ce sera plus cher, moins cher. Ce qui est vraiment important, je dirais, c'est la planification des travaux dans le temps. Ça, c'est capital. Donc, je suis le directeur, et c'est là-dessus, en fait, je pense que C'est la philosophie du PPI. Enfin. c'est ça, en fait, qui est vraiment essentiel. Le niveau de subvention, on l'a dit, il est encore hypothétique. On ne sait pas encore exactement non plus quelle sera la capacité de financement que l'on va dégager tous les ans pour financer. Donc c'est vrai que je vais entériner aujourd'hui un plan de financement global sur 10 ans, sur la perspective financement, c'est vraiment très aléatoire. Moi je pense qu'il faut vraiment retenir plutôt ce PPI sur les 10 années qui fait vraiment sens, lui, et qui engage vraiment la donne. Après sur les aspects financement, il y a vraiment tout de paramètres, beaucoup de variables. oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est prématuré justement d'aller sur un plan de financement. On peut, imaginer valider le PPI avec justement cette notion de travaux à prioriser puisqu'il y a urgence. Après, sur le financement, on a trop d'incertitudes aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est demandé dans les schémas directeurs, d'estimer l'impact sur le prix de l'eau. Bien sûr. Nous, on n'est pas un bureau d'études financiers. Ouais. Donc, on fait avec les outils qu'on a, les hypothèses qu'on a, et derrière, ça fait peur. Et c'est vrai que d'emblée, il n'y aura pas cet emprunt-là, puisque les premières années, on aura de quoi couvrir. Donc, ce sera forcément un décalage avec les investissements. Et Quel contrat on a avec Valdouste et Saint-Guillaumard? Quelle durée pour traiter les eaux? Pas de durée limitée, en fait. Pas de durée limitée. Et Valdouste, on a que le Roc-Saint-André. Oui. Tant qu'on parle du Val-d'Oust, est-ce que vous avez des nouvelles sur le potentiel raccordement de la chapelle Carreau? Il semblerait que ça ne vienne pas sur notre réseau, mais que quand notre communauté garde ça de son côté. Et Roc-Saint-André irait dans sa Comcom ou vous resterez On a ici? des informations. Tu restes. Ils ont projet de Alors, je ne sais pas où c'en est. D'accord. Ok. Donc sur la base de toutes ces hypothèses, on a estimé donc le prix de l'eau en 2 scénarios. Donc là, c'est un choix politique à faire derrière. Soit on considère qu'on a un impact sur la redevance de celle-là, donc on impacte le prix du mètre cube ou la part fixe, soit on considère que seuls les usagers domestiques vont supporter le prix de ces travaux. Ça, c'est à vous de décider. Bon, on ne prendra pas la décision ce soir. Non, ce soir, parce que ça demande vraiment ça demande réflexion et approfondissement, parce que voilà, il y a le pour et les contre sur les deux hypothèses. Donc, voilà. Donc, je présente voilà ce qui est les deux hypothèses. Tout dépend, comme je disais, des capacités de financement qu'on va dégager cette année. Entre autres. Pas si important que ça. Entre autres. oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, quoi, mais effectivement, ça en est. Donc dans les 2 scénarios, on a fait donc une estimation basée sur l'hypothèse 1 avec subvention et l'autre sans subvention. Donc en considérant un autofinancement d'1 million, on obtient donc sans subvention
un montant final à financer d'1,7 million, et dans le cas avec subvention, on est à 1,3 million. Donc, est-ce que vous voulez que je rentre dans le détail des calculs ou vous voulez juste le prix de l'eau à la fin? Non, pas de détail. Pas de détails, je trouve ça des hypothèses, on Mais n'a oui. pas de garantie sur l'agence de l'eau et le département. Donc, pour vous expliquer un peu la façon dont on a procédé. Donc sur ce scénario-là, on considère qu'on fait supporter le coût des travaux uniquement aux abonnés domestiques. Donc on impacte le mètre cube inférieur à 6000 mètres cubes. Le prix du mètre cube quand on est inférieur à 6000 mètres cubes. Vous voyez, donc on considère que la redevance de Selvia reste identique, donc celle de 2024. Et donc on a un reste à financer sans Selvia, qui doit être donc reporté sur le prix du mètre cube. Donc on est à 117 000 € par an, donc sans subvention, à financer, donc sur le prix du mètre cube domestique. Donc en 2022, sur la base des abonnés 2022, on serait à 1,27 € du mètre cube hors taxe en plus. Et en 2035, on tomberait à 99 centimes en plus du prix de l'eau. Sachant que le prix du mètre cube actuel est de 81 centimes. Donc ça fait une nette augmentation du prix de l'eau. Donc tout ça basé sur des hypothèses à revoir, à discuter. Après le remboursement du prêt, donc on est sur les amortissements. On aurait un impact sur le prix du mètre cube de 39 centimes, ce qui reste assez convenable au vu du prix de l'assainissement en Bretagne. Avec les subventions, après le remboursement du prix, on serait à 33 centimes. Donc il y a peu d'écart finalement entre avec et sans subvention. Pour le deuxième scénario, donc là on impacte également la redevance de Selvia. Donc on a considéré donc de garder la part fixe au-delà des 6000 m3 et qu'on impactait uniquement la part en dessous des 6000 m3, y compris pour les abonnés domestiques. Donc Selvia, 0 à 6000 m3 est impacté. Donc là, on obtient un prix de l'eau. Sur l'impact en 2022, on serait à 1,24 € hors taxe du mètre cube supplémentaire. Et avec les subventions, on serait à 87 centimes supplémentaires. Et une fois que le prix est remboursé, on serait à 37 centimes sans les subventions et 31 centimes avec les subventions. Donc au final, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, dans le second cas, on est à 37 centimes et dans le premier, on est à 39 centimes. Donc l'impact, le choix que vous pourrez avoir sur la redevance de Selvia, savoir si oui ou non on impacte, au final, ça ne va pas changer énormément. Voilà. Donc la plus-value sur la redevance de Selvia, par exemple, ce serait d'environ 2 500 € sur une année. Est-ce que vous voulez que je revienne sur le détail de ces calculs? Non, pas particulièrement, mais peut-être. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez technique. Hein. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, tant que Madame Poinet est là. Pour ma part, je ne suis pas certaine de pouvoir vous répondre sur les aspects techniques. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'entrer dans le détail du calcul. Tout est encore très hypothétique. Dans les programmes de travaux, parce que c'est beaucoup situé au même endroit, il y a plusieurs tranches, mais par exemple, quand vous attaquez par exemple le lotissement kérogène, est-ce que tous les travaux sont globalisés dedans ou alors vous allez devoir est-ce que par exemple un même lotissement est à plusieurs tranches de travaux? Alors, Kerr Joseph, oui. Mais c'est uniquement pour une question de subvention. C'est-à-dire qu'un réseau infiltrant peut faire l'objet de subventions, mais un réseau qui est simplement en mauvais état, pas forcément. Donc j'ai bien fait la distinction entre les deux, par exemple Kerr Joseph, si je reviens. Non, c'est parce que je me dis que tant qu'à faire d'avoir les travaux dans une rue,
Oui, autant Autant faire. faire. Oui. En termes de gènes et de désagréments pour la population, effectivement. C'est que un programme. En fait, Pour les routes, pour Pierre-Joseph, il y a 7 ans d'écart. Non. Le premier, c'est 2026, effectivement, le plus urgent, mais après, c'est 2033. oui, ça peut. Oui, Donc, entre-temps, oui, longtemps. comme... Le temps de faire compris. Comment c'est Donc, pour répondre à votre question, je vous montre rapidement comment est structuré le rapport. Donc, pour chaque secteur inspecté, vous avez donc le détail de chaque défaut observé. C'est assez dense, mais vous avez un code couleur en rouge, donc ce qui est en mauvais état, et en bleu, les infiltrations. Donc, par exemple, on peut voir que sur ce tronçon-là, on a une fissure avec une infiltration. Ici, une paroi manquante avec une réparation ponctuelle. Donc, ça a été réparé. En sachant que, je précise, dans nos programmes de travaux, on n'a pas préconisé de réparation ponctuelle, vu qu'on est sur de l'amiante-ciment, mais uniquement du remplacement de réseau, dans un but de gestion patrimoniale. Donc là, vous avez également les photographies issues des inspections télévisées, dans chaque catégorie, dans chaque tronçon inspecté. Vous avez des plans de situation des défauts, et ensuite le détail des travaux à réaliser. Donc il y a différents scénarios à chaque fois qui seront à réaliser. Vous avez tous les détails des prix. Donc quand vous regardez dans une section du rapport sur un lotissement, vous aurez tout le détail des travaux. C'est juste dans le PPI, ils ne sont pas forcément arrangés de la même façon. Mais à réaliser, autant tout faire. C'est une question de subvention d'air et de priorité. Le réseau principal de. Comment ça s'appelle? Du Pont-Salmon jusqu'à la rampe a été réalisé pour longtemps. Pont-Salmon. Il y a quelques années. Oui. Il y avait beaucoup de Alors c'est le réseau au niveau du supermarché ou c'est vraiment en amont? C'est pas le plus long, Juste en amont. Plus long de 7 ans. Alors sur ce réseau, par exemple, on avait de nombreuses fissures, des parois manquantes, donc des petits trous dans le réseau. Bon. Oui, alors après sur les ITV qui datent de 2025, donc des infiltrations. C'est pour plus refaire. Oui, donc c'est bien ce réseau, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est tout le réseau qui longe le ruisseau. On a une partie tout au nord qui n'a pas pu être inspectée. Comment? Et une partie tout au nord qui n'a pas été inspectée lors des inspections télévisées, par manque d'accès. Des parties privées, c'est ça? Je pense que c'était une question d'accès tout simplement. De mémoire, c'est un endroit assez près et humide. Ouais. Bon, pour que le camion puisse arriver, on a en général une longueur de 100 mètres de tuyaux pour inspecter. Et quand on arrive au bout des 100 mètres, si on n'a pas d'autre accès, ben, on brûle. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Des travaux alors, est-ce que je vais noter? Non, c'est de l'amiante-ciment, il y a de la fonte et du PVC. Voilà, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur d'autres secteurs éventuellement? Vous voulez qu'on les revoie rapidement en revue ou non? C'est dans le rapport. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Alors, on ne vous a pas transmis le rapport, mais si vous voulez, on peut vous le transmettre. Autrement, il est consultable à l'étage, il n'y a pas de souci, il est mis à disposition si vous souhaitez le voir. Ou en faire un livre de chevet. C'est de très jolies photos. Moi j'ai terminé, vous en avez terminé. Vous avez peut-être des questions avant qu'on passe au vote Voilà, là on va voter l'approbation du schéma directeur. de principe en gros. De principe avec le PPI, mais justement on ne vote pas le principe du financement parce qu'on a trop d'incertitudes et trop d'hypothèses. On le verra ultérieurement. Et il y a aussi la nécessité de prolonger la réflexion sur l'impact
ou non sur l'industriel. On valide que le travail est bien fait. Voilà. Donc là, on valide vraiment le schéma directeur et tout le PPI, donc sur les La démarche. Oui, C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un diagnostic aussi complet. Si pas de questions, on va mettre au... C'est juste une question au Vas-y, niveau des lagunes, au niveau de la station, c'est quoi c'est des lagunes où il y a des géomembranes ou c'est géomembranes qui arrivent à bout de vue? Oui, c'est ça, en mauvais état. Du coup, ils sont en obligation de les remplacer par du double pot. je suppose. Mais je crois qu'il y a déjà un programme qui a été engagé, un plan d'action. Oui, la sorte qui a commencé à D'accord. l'action là-dessus. C'est l'occasion pour les questions. Autrement, on va se mettre au vote et comme ça, on va pouvoir libérer Madame Benet. Donc, qui est, après présentation donc, de ce schéma directeur, qui est favorable à l'application de ce schéma directeur? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Puis je reste disponible si vous avez des questions. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. On va passer donc au... On va passer au point 3 qui concerne encore la notion d'assainissement. C'est un avenant au contrat avec la SOR pour la concession du service public d'assainissement collectif. Alors en décembre 2021, on avait passé un contrat de délégation avec la SOR. Et aujourd'hui, il y a deux éléments à modifier qui vont venir modifier la nature du contrat. Il y a un premier élément, donc c'était bien le 21 décembre 2021 qu'on a voté. Donc on était encore dans une période Covid et à ce moment-là, était prévu dans le contrat que le délégataire devait prévoir l'hygiénisation des boues Covid par un traitement spécifique à la chaux. Mais il y a un arrêté ministériel en date du 14 février 2023 qui est venu abroger cette obligation. Donc il n'a plus lieu d'être dans le contrat qu'on a avec notre délégataire. Et autrement, il y a un autre point qui concerne justement, on en a parlé tout à l'heure, le contrat d'origine prévoyait le traitement des effluents de la commune Vaduz, mais là c'était plutôt la commune historique, la Chapelle-Carreau. Le Clermel Communauté a pris la décision de ne pas effectuer ce transfert. Donc, du coup, c'est pas pris, ça n'a plus lieu d'être dans le contrat. Alors ces deux éléments interviennent tant en dépenses qu'en recettes sur le contrat, et ça finalement c'est quasiment on arrive à quasiment au zéro, enfin à quelques milliers d'euros, on est à 4 000 euros, je crois, de différence sur le financement global du contrat. Oui, effectivement, on n'est pas à l'équilibre globalement. Le coût résiduel pour la SOR de cette opération serait de l'ordre de 5 000 euros. Voilà, ça n'a pas un impact énorme proportionnellement parlant par rapport à la Ça fait partie aussi des risques des contrats de délégation. Donc voilà, vous avez des questions sur ce sujet. C'est assez technique aussi. C'est quoi le même total? Donc là, l'idée, Vous voyez 5 000 euros Non, enfin, c'est pas neutre. c'est pas neutre à hauteur de 5 000 euros, mais ça peut Mais même la être SOR 20 000. le considère comme tel, quoi. Quelque part dans le musée, ça, c'est pas, je Et crois. les 20 000 euros, c'est quoi là? Alors en gros, il y a, enfin, si on veut vraiment être un peu plus précis par rapport à la provision de gestion, le traitement, enfin, le coût en moins qu'ils ont pour l'hygiénisation des boues, la SOR, ils ont en gros à peu près 28 000 euros de moins. Par contre, il faut quand même les traiter ces boues-là, et ça, c'est un coût de l'ordre de 10 000 euros. Donc en gros, ils ont une baisse de coût de l'ordre de 18 000 euros. Et par contre, ils ont 23 000 euros de non perçus de recettes de la Chapelle-Carreau. Donc c'est pour ça qu'on arrive grosso modo aux 5 000 euros de coûts résiduels pour eux.
ils perdent 23 000 euros, mais ils gagnent 10 000 euros. C'est pour ça qu'on est à peu près sur 20 000 euros par an, c'est ce qui est mis de l'ordre de 20 000 euros par an, tant en dépenses qu'en recettes, c'est vraiment général. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer ces deux nouvelles dispositions et aussi de m'autoriser donc à signer l'avenant au contrat de délégation. Il y a d'autres remarques, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres remarques, on met au vote. Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. On passe au point numéro 4 qui concerne les subventions aux associations. Et je vais laisser Céline sur le dossier. Et vous allez avoir un tableau justement avec des demandes et la position de la commission. Proposition de la commission. Alors là, ce que va présenter Céline, ça concerne vraiment à proprement parler des demandes de subventions qui ont été faites par les associations, sachant qu'on intervient aussi au niveau des associations par tout ce qui est mise à disposition, bien évidemment, des terrains sportifs, des équipements sportifs, de certains matériels. Donc là, c'est vraiment que l'aspect demande de subvention. Ça n'englobe pas tout le soutien de la commune aux associations. Mais ça pourrait être chiffré. Il y a certaines communes qui chiffrent justement, qui valorisent tout, tant la subvention, la mise à disposition et des travaux dédiés aux associations. Donc effectivement, comme disait Rosane, les demandes de subvention ont été examinées en commission le 28 janvier. Donc là, vous avez en principe trois états. Donc vous avez l'état des associations sérentaises, l'état concernant les demandes de subvention des associations extérieures à Séran, et puis vous avez également des tableaux, en fait, des statistiques qui sont réalisées par Thierry depuis 2003. De 2003 à 2026, on voit l'évolution en fait des effectifs. Donc c'est essentiellement des activités sportives. Donc on voit qu'en 2026, nos associations sportives comptaient globalement 766 membres, avec des assos qui voient leurs effectifs diminuer et puis d'autres augmenter. C'est vrai qu'en augmentation, on a surtout le badminton et puis le tennis, mais depuis 2024, c'est à peu près stable, quoi. Alors, concernant les demandes de subventions, vous avez un tableau avec beaucoup de détails, puisque vous avez le nom des associations, le montant des cotisations, l'encadrement, les effectifs 2026 avec les moins de 10 ans, moins de 20 ans, plus de 20 ans, plus de 60, l'effectif total, la variation des effectifs de 2025 par rapport à 2026, les effectifs 2026-25, alors là aussi c'est la variation des moins de 20 ans et la variation des plus de 20 ans, les pourcentages de membres sédentais en 2025 et 2026. Vous avez le montant total des dépenses des associations, puisque vous savez que leur demande, ils le font sur un dossier.
où ils nous donnent en fait leur bilan de l'année, la projection pour 2026, et puis également, j'allais dire, le bilan moral. Donc le montant du résultat, les prévisions donc, des dépenses 2026, la part de la subvention communale dans leurs dépenses, le total des subventions, puisqu'ils peuvent avoir d'autres subventions que la subvention de la commune, la subvention 2025 qu'on avait octroyée, leur souhait pour 2026, et enfin on arrive à la proposition donc, de la commission. Je ne vais pas reprendre pour chaque association donc, tous les chiffres, sauf s'il y a des chiffres qui vous interrogent. Je me contenterai de donner en fait les effectifs 2026, la variation, et puis la subvention 2025, leur souhait pour 2026 et tout ce qui a été retenu par la commission. Alors la première association concernée, donc c'est le basket. Le basket qui en 2026 compte en fait 74 membres, donc une diminution de 9 adhérents. En 2025, ils avaient eu 1 250 €. Ils souhaiteraient 1 500 € et la commission donc propose 1 250, compte tenu notamment donc, de la baisse d'effectifs. Donc quand on ramène par rapport à l'effectif, eh bien, on reste donc sur le même montant. Donc je vais toutes les passer, plutôt que de voter ligne par ligne. Les Serrantaises Foulées, donc un effectif total de 106, donc une augmentation donc, de 3 membres. L'année dernière, donc, on leur avait accordé une subvention de 1 250 € et cette année, ils réclament 1 800 € qu'ils justifient par le fait qu'ils entretiennent en fait, les chemins de randonnée et en utilisant donc, leur propre matériel. Donc ils ont des frais d'entretien pour leur matériel, des frais de carburant. Donc la commission était d'accord en fait pour couvrir une partie de ces frais-là et donc propose une subvention de 1 700 €. Le Serran Foot, donc un effectif total de 212 membres, une diminution donc de 4. Subvention accordée en 2025, ils souhaitent 3 500. Donc la commission propose de rester sur le même montant que 2025, c'est-à-dire donc 3 000 €. Pour le judo, donc un effectif de 95 en hausse de 11 membres. Subvention 2025 accordée 1 500 €. Leur souhait est de 1 500 €, donc la commission propose 1 500 €. Pour Gym Tonic, ils sont un effectif de 33, en diminution donc de 9 membres. Une subvention 2025 qu'on avait accordée de 300 €. Ils souhaiteraient donc 350. La commission reste sur 300 €. L'association Pétanque, 44 membres en 2026, une personne en plus. On leur avait accordé en 2025 une subvention de 400 €. Leur souhait 500 €. On reste sur 400 €. On est aussi dans un contexte de maîtrise de nos charges. Le badminton, ils sont donc 58, une hausse assez importante de l'effectif, puisqu'il y a 21 membres en plus. Une subvention accordée de 300 €, leur souhait 300 € et la commission donc a accordé 300 €. L'As des As, donc le tennis, donc en 2026 ils sont donc 13, donc c'était une association qui était donc en sommeil en 2025. Ils réclament en fait une subvention donc de 500 € pour respecter en fait la proportion par rapport à leur effectif. La commission donc propose 150 €. Le rugby, 124 en 2026, donc une diminution de 12 membres.
Une subvention 2025 accordée de 4 000 €, souhait 4 600 €. La commission a proposé de rester sur 4 000 €. Ensuite, l'appel, l'association de l'école privée, donc un effectif donc, de 21, en diminution donc, de 2. On leur a accordé une subvention en 2025 de 750 €. La commission donc, propose de rester sur ce montant-là, comme il souhaite. L'amicale laïque. D'accord. Donc l'amicale laïque, c'est le... ils n'ont pas mis leur nombre, c'est vrai que dans ma colonne il y a un blanc, donc je suis passée. Donc l'amicale laïque et puis l'appel, on les traite donc, de la même façon, donc une subvention accordée donc, de 750 €. Le club des Tilleuls, en 2026, ils sont 105, à une augmentation d'effectifs donc de 12. Subvention accordée en 2025, 350, leur souhait 350, donc la commission accorde également aussi 350. L'amicale des pêcheurs, 36 membres du personnel. L'amicale du personnel, donc 36 en 2026, en diminution de 3 personnes. Donc une subvention 2025 accordée de 1 300 €. Souhait 2026, 1 300, donc la commission accorde 1 300. Alors, ensuite, vous devez avoir, Alma Vité. Alma Vité, donc vous savez, c'est une petite présentation, c'est une nouvelle association qui est créée avec 3 professionnels. Et qui a comme objectif notamment, et puis qui avait comme réalisé déjà le salon donc, du bien-être. Mais le salon du bien-être, ils avaient réalisé donc, l'année dernière au travers de l'association C'est mon action. Donc cette année, ils ont créé leur propre association avec, c'est vrai, ce salon du bien-être, mais également donc, d'autres projets. Mais qui, elles, pourraient faire l'objet de d'autres demandes, puisque c'est sur le bien vieillir, la prévention santé, la gestion du stress et des émotions. Donc, ils n'avaient pas de demande particulière, donc on leur accorde une subvention donc, de 200 €. Pirouette Jazz, alors ils sont à un effectif donc, de 27. Alors, Pirouette Jazz, donc ils sont 27, donc c'est une association qui a compté par le passé donc, beaucoup plus d'effectifs, mais depuis le Covid, ils ont eu un petit peu de mal à repartir. Ils ont donc une diminution d'effectifs donc, de 4. Donc là, en 2025, on leur accordait une subvention de 750 € et leur souhait de 2026, c'est 1 000 €. Donc la commission a accordé 935 €. Parce qu'il y a une histoire de location de salle, de remboursement. Oui, ouais, tout à fait. Comment ? Oui, les plus de remboursement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, Pirouette Jazz a donc utilisé donc 2 fois une salle et on leur a fait payer à tort en fait une location de salle. Donc voilà, c'est pour ça on rembourse en fait cette location. C'est pour l'année prochaine, il verra apparaître que c'est 750. Oui. On va repartir. Ouais, c'est ça. Ouais, faut mieux mettre 750. Individualiser et comme ça, faire de ligne, quoi. Oui. Alors, Plume FM, un effectif donc, de 44, donc moins 17 membres. Alors, Plume FM, est-ce que je suis sur la bonne ligne ? Donc, une subvention de 500 € accordée en 2025. Donc, souhait 2026, 1 000 €. Donc là aussi, on leur accorde en fait 500 € plus 500.
puisque Plume FM, en fait, dans leur budget, alors leur subvention finance essentiellement les animations donc, du mois du galop, qui va avoir lieu donc, au mois de mars. Et en fait, il y a un spectacle qui est proposé dans le cadre du mois du galop, et qui sera proposé dans le cadre du festival. Voilà. Et si on le mettait donc, dans le budget du mois du galop, on peut bénéficier donc, de subventions de la région. Donc il fallait mieux le mettre donc, dans ce budget-là. Donc du coup, le spectacle en fait coûte 700 €. Donc à Plume FM, on leur accorde la subvention de base de 500 €, plus 500 € pour couvrir en fait les frais de ce spectacle-là, qu'on aurait eu à couvrir à hauteur de 700 € si on l'avait intégré dans le festival. Céron Chanté, donc 15 en 2026, une diminution donc de 4 au niveau de leurs effectifs. Donc, subvention 2025 accordée 200 €, demandée pour 2026 200 €, proposition de la commission 200 €. La société de chasse, donc un effectif total de 69, en augmentation donc de 2. Une subvention 2025 accordée de 1 000 €, souhait 2026 1 000 €. Donc leur souhait, vous savez, c'est toujours en fait pour couvrir les frais d'équarrissage pour les sangliers. Et donc le coût à l'année, ça nous coûte à peu près 1 000 €. Voilà, on les couvre cette charge-là. Alors, je suis à l'Amicale des pêcheurs maintenant. Alors, l'Amicale des pêcheurs, donc 78 en 2026, une hausse donc de 23. Subvention 2025 accordée 500 €, souhait 2026 500 €, proposition de la commission 500. Les passeurs d'images, un effectif donc de 52, 2 personnes en moins. Une subvention 2025 accordée 2500, souhait 2026 2500, la commission propose 2500. Alors, je vois tout le nom, c'est Alouste de la Cible. Donc ça, c'est une nouvelle association qui vient donc de se créer par rapport à l'activité donc, des fléchettes, qui veut donc, développer cette activité-là. Aujourd'hui, je dirais, quand ils ont déposé leur dossier, parce qu'aujourd'hui ils sont peut-être un petit peu plus, ils étaient donc 4. Donc ils demandaient une subvention donc, de 300 €. La commission donc, accorde 100 €, voilà, pour le lancement de l'association. Les égocentrés, donc... Cariquel. J'ai toujours pas d'effectif, c'est pour ça. Cariquel, donc en 2025, on leur avait accordé une aide de 1 500 €, mais là aussi c'était par rapport à une activité, des comptes notamment. Et donc, souhait 2026, 1 000 €, donc la commission propose d'accorder 1 000 € des projets contre. Les égocentrés, donc à l'effectif total de 37, une personne de plus. Donc demande de subvention 2025 600 €, souhait 2026 600. Donc la commission accorde les 600 €. Les échecs, la dame blanche, donc un effectif stable de 35. Donc en 2025, c'était le lancement et puis une nouvelle activité en fait sur ces rangs. On avait accordé une subvention de 100 €. Ils demandent 400 € et la commission donc, propose d'accorder les 400 €. Parce qu'ils ont une manifestation les 24 heures à l'horizon. Au mois de 24 heures. Ouais. Au mois de mai. La dame blanche. Donc championnat scolaire du Morbihan à Clermont. Donc ça c'était donc c'est passé puisque c'était le 21 janvier. Et puis ils organiseront effectivement les 24 heures à la salle de production, le 23 au 24 mai. Gymnastique, donc un effectif total de 45.
Subvention accordée en 2025, 600 euros, souhait 2026, 600 euros. Donc, la commission propose 600 euros. Une association qui avait déposé donc, leur dossier à temps, mais qui n'est apparemment pas sur votre listing, c'est les AFN. Les AFN, en fait, qui sont, donc c'est la première année où ils accordent une subvention. Ils sont au nombre donc, de 38, dont 37 Sérentais. Alors c'est une association, je vais dire, qui naturellement en fait, perd des membres, même s'il y a quelques soldats après de France qui adhèrent. En 2026, ils auront notamment, ils envisagent une réflexion donc, de drapeaux qui leur coûterait 600 euros. Ils n'ont fait aucune demande de subvention, ils ont simplement déposé leur dossier. Donc, ce que l'on propose, c'est donc de leur accorder une subvention de 300 euros. Donc voilà pour les associations séventaises. Les associations non séventaises. On fera un vote global si ça vous convient. Alors tout en sachant qu'il y a certains qui peuvent... Les membres des bureaux. Les membres des bureaux. Alors, pour les subventions, donc, pour les subventions pour les associations non séventaises, vous avez j'allais dire un petit peu l'historique des subventions accordées en 2023, 2024, 2025 et 2026. Alors, en 2026, vous avez en gras, en fait, des associations pour lesquelles on a reçu une demande de subvention. Donc, ce que la commission propose pour les associations non séventaises, c'est de verser un montant de 100 euros. Il y a les chiens guides d'aveugles, le Téléthon, l'ADAPI, donc les papillons blancs, l'association donneurs de sang de Malétroit, la société cycliste de Malétroit, donc qui a des membres en fait séventais, l'échange, partage et deuil, les restos du cœur. Alors c'est vrai que le dossier a été reçu après la commission, mais c'est vrai que comme on donne en fait régulièrement, on peut proposer en fait d'accorder également 100 euros. C'est la même chose pour la banque alimentaire. La banque alimentaire, on l'a reçue encore depuis 100 euros, et il y en avait une autre, non Éveiller à la musique. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il y en avait une autre en dehors de ça. Donc éveiller à la musique, qui a aussi des membres sérentais et puis qui propose une activité pour les enfants et puis également une animation au niveau du petit théâtre, notamment au mois de mars, une comédie musicale. Et puis une nouvelle demande, c'est les amis du musée de la Résistance. Donc compte tenu du lien qu'on peut créer entre Séran et puis le musée de la Résistance, la commission proposait également d'accorder 100 euros. Vous avez des questions peut-être, des remarques sur les propositions qui viennent d'être faites, qui sont conformes à ce qui a été proposé en commission? On est sur un montant global de un peu plus de 25 000 euros. Un peu plus que l'année. Oui, un petit peu plus que l'année dernière. Voilà, c'est un soutien important aussi pour nos associations qui sont nombreuses, mais un vrai vecteur de lien social sur la commune, qui dynamise, c'est important de les accompagner. S'il n'y a pas de questions, on va mettre au vote, sachant que les membres des bureaux des associations, vos votes ne sont pas pris en compte pour les dites associations. Ouais. Alors il y a Daniel qui est membre de plusieurs assos. Donc du coup, je vais prendre le syndicat des pêcheurs. pêcheur.
Et la mutuelle est 2,200 €. Cindy, non, Gaël. Oui, vérité. Alexis. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, on met au vote. Qui est contre les propositions faites? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. On passe au point numéro 5 qui concerne le programme de voirie 2026. Je vais laisser la main à Johan sur le sujet. C'est un programme un petit peu plus conséquent que d'habitude. La commission s'est réunie 2 fois partout des mondes en décembre. Et on va proposer le programme que je vais vous présenter. Donc, sachant que le curage, le dérasage des routes et la préparation sera faite par les services techniques de la commune. Donc, première portion, c'est l'entrée menant des Sarlevelles dans le bourg. C'est une demande qui nous était revenue depuis quelques années. On n'a pas pu honorer parce que c'était toujours en travaux et là, c'est trop terminé. On a pu honorer cette demande. Donc, c'est la route couche pour un montant de 1880 €. Deuxième portion, c'est le village de Trégaré, donc l'intégralité du village, de la départementale à l'entrée du chemin d'exploitation. Donc là, c'est une émulsion bitume, donc c'est de l'enrobé, pour un montant estimé à 32 990 €. Troisième portion, c'est la portion de route qui part de la ville des métiers à aller vers la route de l'Escouet, en fait, le Rosa, le petit village de Rosa, pour 280 mètres. Et donc là, c'est un bicouche pour 9 400 €. Quatrième portion, c'est la portion de la vieille ville de Poudret, 720 mètres. Là, pareil, un bicouche pour un montant estimé de 17 410 €. La cinquième portion, sur la voie romaine, c'est la pas de voie de la départementale, de route de voile, à aller vers raccorder la portion qui a déjà été faite l'année dernière. Donc là, on est sur un enrobé, pareil, donc pour un montant estimé à 33 070 €. Le montant total hors taxe du programme 2026 s'élève à 96 250 €. C'est un montant estimé. En général, voilà, c'est surestimé. Oui, l'an dernier, on avait une bonne surprise. Voilà. Les marchés effectivement. Le contexte fait en fait que ça peut être comme ça. On était à combien les marches? L'année dernière, on avait un montant estimé à peine 40 000, on était à 30 000. C'est un montant, enfin, on retrouve un peu les montants qui avaient été dépensés dans les années. C'est exceptionnel. Ouais, Là, on avait mis entre parenthèses les données par rapport aux aides du département. On a des choses qu'on n'a plus. Alors, je ne sais pas si on les aura encore cette année, mais dans sous quelle forme. Excuse-moi, je regardais, j'ai les chiffres de 2017 du programme de voirie. Je t'ai tendu une paire, tu l'as pas. J'écoute. Alors, Non, je disais que. par rapport aux subventions du département, c'est qu'il peut y avoir un écho. Aujourd'hui, au niveau du département, on ne s'est pas du tout penché sur ces subventions-là. Il y aura éventuellement une ouverture sur le PST qui pourrait être réintroduit à partir du mois de juin, si les comptes sont bien. Mais par contre, les voiries, ne s'est pas du tout positionné. À voir. On n'a pas d'informations. Et avec les intempéries qu'on a, là, je pense que. Ouais, on va avoir des surprises, des travaux supplémentaires. Avec les fortes pluies, là, effectivement. Voilà. Vous avez des questions sur le programme de voirie?
S'il n'y a pas de questions, on va mettre au vote. Qui est favorable au programme de voirie 2026? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous passons, merci, nous passons au point numéro 6 qui concerne l'acquisition d'espaces boisés. Je laisse la main à Jean-Eudes sur le sujet. Parce qu'il y a besoin de compléter en cas de besoin. Donc, sous réserve de l'accord des propriétaires, il est proposé au Conseil de faire l'acquisition de 2 parcelles boisées à tout niveau, cadastrées XE 37 et 38, représentant au total 2 hectares 20. Les conditions de l'acquisition seront donc précisées en séance. Donc, à la demande de Roselle, je vais passer avec Mme Tourelle, technicienne vétérinaire, qui est en charge de la commune. On va visiter la parcelle. Donc la parcelle est contiguë à une parcelle communale qui est déjà dans le plan d'aménagement durable, pour 20 ans. Et dans le centre de la longueur, donc environ 400 mètres. Elle est peuplée essentiellement de résineux, de plein maritime, d'environ d'une trentaine d'années. C'est une régénération naturelle, d'une densité convenable. Concernant l'état sanitaire, on a remarqué la présence d'un collier d'armillaire. L'armillaire, c'est quand on voit des pins qui sèchent, qui restent debout, là, qui restent à sécher longtemps. Donc l'armillaire, c'est un champignon qui appelle des racines et qui se transmet d'un arbre à l'autre par le sol. Donc on ne peut rien faire. Il y a des essais qu'on les fait à la chaux, creuser des tranchées, mais et après, il peut y avoir une coupe de ces arbres et c'est pas la solution non plus. Les armillaires, c'est des ronds, on les voit, c'est pas excessif. On voit une partie qui pourrait être éclaircie sans traîner maintenant. C'est vrai que c'est une première éclaircie. Il n'y a jamais eu d'entretien de fait particulier. Comment c'est ce que je veux dire, concernant la parcelle. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, donc du coup c'est intéressant dans la mesure où on pourra l'exploiter et surtout qu'elle est contiguë en fin de compte à des gros parcelles qu'on a déjà. Donc c'est important qu'on puisse toujours étoffer nos parcelles boisées. Pour la situer, c'est comment vous connaissez la route de Bois. C'est à gauche avant la tourbière. Elle est quasiment, pas quasiment en face du parking de la tourbière, c'est un petit peu avant. On ressent dans le prix, on a l'idée, mais bon, voilà, il n'y a rien de fixe pour ici. Moi j'ai eu les propriétaires, donc du coup, au final, un accord sur le prix, voilà, après le conseil, de 5 000 € de l'hectare. D'accord, ok. Non. Donc on serait sur un petit peu. Ouais, on est dans les prix. On serait sur oui, c'est le prix de la région. On serait sur 11 000 € à peu près les parcelles, quoi. Ok, d'accord. Et après, voilà, c'est important de pouvoir continuer à avoir notre gestion, notre gestion en bois. Vous avez des questions sur le sujet? Des remarques? Donc il y a une parcelle, si on la jette, de 3 hectares et demi après. Oui, comme elle est contiguë à ce qu'on a déjà. Donc aujourd'hui, on vous demande si vous êtes favorable à l'acquisition et également si vous êtes favorable au prix qui est proposé, donc de 5 000 € l'hectare. Ça fait à peu près 11 000 € pour les parcelles, puisque c'est 2 parcelles. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. On passe au point numéro 7 qui concerne une régularisation foncière à la Grégory. Je vais laisser Johan. Donc on est au village de la Grégory. C'est une demande vraiment en fait, qui
souhaiteraient régulariser la situation. Ils ont construit une clôture il y a une quarantaine d'années, un peu plus, même, sur domaine communal, sans savoir que ça appartenait à la commune. Parce que la propriété borde un chemin communal, et donc aujourd'hui ils souhaiteraient régulariser, parce qu'avant son orage, notamment pour ne pas laisser ça à leur descendance. Donc nous ce soir en point de décision de principe en fait sur la possibilité de cession. Le Conseil se positionne sur son avis sur la cession foncière. Une enquête publique qui après déterminera si c'est possible d'aller plus loin. Et on déterminera à ce moment-là, après la levée de semaine, le prix en séance et le vote en séance finalement. On vote sur le principe de la régularisation. C'est ça. Ouais, c'est le champ d'exploitation. C'est le champ d'exploitation qui descend. Ils ont en fait. Qui rejoint la route de Kruger. Non, on l'a vu beaucoup. Non. Ouais. Ah oui, d'accord. Kruger, c'est les deux triangles des voies qui descendent. On va. Le champ d'exploitation dans Là, le ça village. part sur des parcelles. Hein, c'est une partie. En fait, ils ont fait une clôture, un petit muret au bord du chemin communal, sauf qu'ils sont sur le chemin communal. Ils empiètent de 2 mètres. Ouais, enfin. Mais il y a encore le passage. Ah oui, il y a la place de passer. Là. Ouais. Et il y a l'argent, c'est vraiment en plus. Toi, tu as les engins qui passent. Ouais. Et là, tel que c'est là, c'est déjà clôturé, évidemment. J'en passe à côté déjà depuis longtemps, mais. Oui, c'est en cas de vente et tout ça. Ils veulent régulariser, voilà. En fait, changer de propriétaire, en fait, ils veulent régulariser maintenant. C'est des parcelles, quoi. Le cheminement, c'est des parcelles ou c'est pas. C'est la propriété privée de la commune. C'est C'est donc c'est un chemin. l'enquête publique. Il y a peut-être même pas besoin de faire. Si c'est Parce que là, ce sont des parcelles qui prétendent c'est gagné. Ils sont on a trouvé la commune. ok. Donc voilà. Pétition supplémentaire. Je remarque. Il y en a pas, on passe au vote. Qui est contre cette régularisation foncière? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Nous passons au 8e point qui concerne des avenants aux conventions. D'une part avec Plume FM et ensuite avec les passeurs de son et d'images. Alors en 2009, la commune avait signé une convention de partenariat avec Plume FM. Ça fixait les conditions d'un partenariat qui repose sur le principe général d'une mise à disposition gracieuse de locaux communaux. Donc, ce sont les locaux dans l'ancienne école publique et en contrepartie, Plume FM participe à l'activité culturelle de la commune. Alors ça reste toujours d'actualité. C'est des modifications à la marge qui interviennent pour Plume FM. Ça concerne notamment leur participation à la dynamique sociale, culturelle et économique locale. Il était précisé que Plume FM était force de proposition d'animation. Et on a enlevé, il y avait concert, débat, émission en public, donc on a enlevé tous ces points de détail, on laisse cela plus large. Et puis, c'était également un point le plus important, c'était la participation de Plume FM dans le cadre de l'OMCA. On va revenir tout à l'heure sur l'OMCA. C'est un office municipal qui avait été mis en place en 2017. Qui dit office municipal dit autant dans le conseil d'administration, autant d'élus que de personnes de la société civile, qui avait pour objectif aussi d'animer le territoire et qui aujourd'hui n'a pas trouvé écho en fin de compte et qui va être vouée à être dissoute. Donc voilà, on a retiré justement cette partie dans la convention de Plume FM. Et puis après, c'était au niveau de l'usage du bâtiment. On a après échangé avec Plume FM, puisqu'on a rencontré l'association, ils ont des espaces de travail qui pourraient faire l'objet d'espaces de travail communs, un peu comme des open space, s'il y avait des associations qui avaient besoin, par exemple, à un temps donné,
pourrait être mis à disposition. Donc voilà. Et ensuite, il y avait donc un avenant à la convention donc, avec l'association des passeurs de son et d'images, où là, c'était des éléments qui nécessitaient d'être ajustés. Alors, l'association qui est également au pôle animation occupait un étage. Désormais, elle occupe les comptes, donc on l'a rajouté dans l'avenant. La convention prend en charge les consommations d'eau et d'électricité, c'est ce qui se produit dans les faits, mais ce n'était pas ainsi stipulé dans la convention. Donc on a mis à jour à ce niveau-là. Et puis aussi, mais comme Plume FM d'ailleurs, on a la volonté d'instaurer une réunion annuelle de bilan et d'échange avec la commune pour voir un petit peu les activités. Et puis il y avait sur le délai de résiliation qui était assez long, qui était d'une année dans mes souvenirs. 15 jours. De 15 jours, ah oui, non, c'était l'inverse justement. Il n'avait que 15 jours pour partir, sinon on résiliait la convention. C'était quand même un petit peu léger pour l'association, donc on l'a étendu à 6 mois. Voilà, et puis il y avait des obligations générales de l'association qui peut-être avaient lieu d'être quand elle était signée, mais qui ont vraiment lieu d'être aujourd'hui et qui vont être supprimées. Donc voilà, ça c'était en échange après, en échange avec les associations, on les a rencontrées chacune d'elles. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Là, comme disait Céline tout à l'heure, j'avais aussi vu ce point-là. C'est vrai que ce serait bien de quantifier quand même financièrement. Pour les passeurs d'images et pour Plume FM, c'est quantifié tous les ans. D'accord. Parce qu'ils l'intègrent dans leur bilan en fin de compte. Donc effectivement, pour ces deux associations, c'est bien d'ailleurs les seules associations. Oui, mais c'est parce fait, qu'elles auraient bien fait tous les ans. qualificatif en fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et c'est vrai qu'avant, les premières années où elles étaient là, ces deux assos-là, ça ne paraissait pas. Et du coup, quand on assistait à l'Assemblée Générale avec le bilan, on avait l'impression que ces rangs ne participaient pas ou très peu. Et donc là, tout est valorisé au niveau des potentiels loyers, des charges. Mais ce serait bien de le généraliser même pour les Ce autres serait structures, intéressant. Enfin, voilà, il y a des il y a communes un qui travail. le font et c'est un travail. Le premier travail est compliqué à faire, mais après, c'est toujours intéressant justement de voir Certaines, c'est pas évident. Quoi. ce qui est l'argent qui est injecté pour les Certaines, c'est plus associations. compliqué. Quoi. Tu vois que certaines structures qui ont qui ont des locaux donnés, entre guillemets, donnés à disposition, c'est plus simple que certaines qui tournent. Ouais, mais après, ça peut c'est être. plus facile. Enfin, le foot est Après, c'est au prorata de l'utilisation d'équipements sportifs. Oui, après, c'est des clés C'est de proratisé des clés de répartition. Oui, c'est ça, quand c'est partagé, c'est plus compliqué. Autant le foot, rugby, bon, on voit Et donc, pareil, on sait. Ouais, c'est la complexité de la première mise en œuvre des clés de répartition. Donc voilà pour les avenants avec ces deux associations-là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Si vous n'en avez pas, on met au vote. Qui est contre ces avenants? Qui s'abstient? C'est l'unanimité. Merci. Nous passons au 9e point qui concerne la création d'une régie d'avance. Je vais laisser Céline sur le sujet. Je vais lire en fait des livres, puisque toutes les explications sont dedans, afin de disposer d'une plus grande souplesse de gestion, en particulier pour tout ce qui relève de l'événementiel, animation communale, activité du petit théâtre. Il est proposé de créer une régie d'avance. On connaissait les régies de recettes qu'on a déjà créées. Et les régies de recettes, comme leur nom l'indique, c'est que pour les recettes. Et donc là, ce serait donc pour pouvoir régler en fait des petites dépenses. Parce que c'est vrai qu'en principe, seuls les comptables de la Direction générale des finances publiques sont habilités à régler les dépenses et les recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge. Ce principe connaît une exception avec les régies d'avance et de recettes qui permettent, pour des raisons de commodité à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier, d'exécuter de manière limitative et contrôlée un certain nombre d'opérations. Cette procédure est notamment destinée à faciliter l'encaissement de recettes et le paiement de dépenses. Dans ce cadre, il s'agit de pouvoir faire des dépenses. Le montant précis de dépenses et la nature de celles-ci sont fixés par arrêté.
Hein, donc en fait, toutes les dépenses de la commune, normalement, sont réglées par la direction donc, des finances publiques. Et là, en fait, c'est donner la possibilité à certains agents de payer directement des frais. C'est notamment pour le Festival du Livre, par exemple, voilà, des frais des réservations de train, par exemple. Voilà, on ne va pas passer par les finances publiques, on va passer, donc c'est l'agent qui va payer directement ces dépenses-là. Mais c'est très cadré. Il y aura un régisseur de nommé et des sous-régisseurs, comme le service culturel avant tout. Et le montant de la régie d'avance ne devrait pas excéder normalement 1 500 € pour couvrir les frais. Mais payer sous quelle forme? En fait, ça peut être paiement numéraire, ça peut être aussi paiement par carte bancaire, tout imaginable pour avoir la plus grande espèce de gestion possible. Et là, c'est Oui, alors il y a un système de carte bancaire via la trésorerie. Et là, c'est vraiment dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse pour la réservation notamment de billets de train. Donc, c'était plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on aura besoin pour le petit théâtre ou même pour le Festival de l'Étoile, juste comme ça peut aider. Quoi. C'était clair. Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de questions alors. Dans ces cas-là, on le vote qui est favorable à la création de cette régie d'avance, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Merci. Nous passons au 10e point qui concerne la nomination de 3 membres de l'OMCA. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai parlé des conventions de Plume FM, de la convention de Plume FM. L'OMCA donc, avait été créé en 2017 et c'est donc là, une structure qui devait participer à la dynamique du territoire et c'était notamment faciliter la mise en œuvre d'animation. Il y a quelques spectacles qui avaient été proposés par l'OMCA à l'époque à la salle de spectacle, j'allais dire amphithéâtre, mais à l'époque c'était à la salle de spectacle et puis finalement ça n'a pas eu écho. On a tombé en désuétude et aujourd'hui il y a pour pouvoir dissoudre l'association il faut désigner 3 membres élus aujourd'hui puisqu'initialement dans les statuts il y avait 5 membres élus et 5 membres de la société civile. Les membres élus de 2017 c'était Claire Marqueny, Anne Moisan, Anna Pierce, Anna Marshall et Sandrine Barbier. Aujourd'hui, Claire Marqueny et Anne Moisan sont toujours élues. En revanche, les 3 autres personnes n'étant plus élues, il faut désigner 3 personnes de notre conseil aujourd'hui pour qu'elles puissent participer à l'AG qui décidera de la dissolution. Et il en est de même au niveau société civile, les membres qui en faisaient partie, les membres du conseil d'administration ont été sollicités. Et ça devra se faire très très prochainement. Donc il y avait l'idée de désigner 3 membres. Ça va être un mandat qui va être extrêmement court, ça va être peut-être une dizaine de jours, sauf s'il y a des volontaires. Je vois qu'il y a... Il y a un ange qui passe. Non, justement, pour pouvoir participer à l'Assemblée générale qui va choisir. Après, on proposait de désigner Laetitia qui est adjointe à l'animation. Je proposais Céline également. C'est du direct. Non. Voilà. Sauf si certains veulent, mais voilà, il y avait Laetitia et puis peu importe, une 3e personne. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu l'Assemblée générale. Je n'ai pas la date. Et voilà, peut-être une 3e personne, Marie-Emmanuelle. Ok. Marie-Emmanuelle, Laetitia et Céline. Si ça convient à tout le monde ainsi. On en voit. Qui est favorable. Qui s'abstient. Qui est contre. À l'unanimité.
Et ensuite, merci, on passe au point numéro 11 qui concerne la modification du tableau des emplois. Je vais laisser M. DGS sur le sujet. Oh oui, C'est assez simple la modification là. Ça concerne uniquement en fait, les services techniques en tant que tels, des départs, des arrivées. Lorsqu'on est sur le tableau d'emploi, on est uniquement sur les postes de titulaires. Donc il y a 2 postes à supprimer pour l'instant. Un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe qui était affecté à la voirie, un poste d'adjoint technique qui était affecté aux espaces verts, et on a recruté un titulaire pour le service bâtiment qui est un poste d'adjoint maîtrise principale. Il y aura des nouvelles modifications à prévoir lorsqu'il y aura un nouveau recrutement pour les personnes titulaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Des questions sur ce tableau, sur cette modification des effectifs? Donc on va voir qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Merci. On passe au point numéro 12 qui concerne la mutuelle santé et cela concerne les agents. Donc, je vais laisser la parole à Thierry. En fait, l'idée c'est juste de reparticiper avec la consultation qui est faite par la communauté de communes pour le choix d'une mutuelle santé. Le contrat en cours avec les pays de Vilaine doit s'achever fin 2026. Donc, dès à présent, BC lance la démarche. Alors, pour mémoire, les communes ont une obligation de participer. Et la commune de Serran, comme les communes de l'OBC, participe à hauteur de 50% des contrats de mutuelle de santé des agents, avec un plafond de 80,26 €. Et donc, ce sont ces conditions en fait, qui seront reconduites. La seule nouveauté qu'il y a par rapport à 5 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a une obligation qui concerne également les agents non titulaires. Donc, il y aura aussi des propositions pour les agents non titulaires. Mais les agents ne sont pas obligés de prendre cette mutuelle, ça reste quand même facultatif. Alors, le seul problème qui reste encore à résoudre, que je pense que l'OBC doit y réfléchir, c'est lorsque les gens sont contractuels sur les courriers courtes, 3 mois, 4 mois pour une mutuelle, c'est un peu idéal. En fait, c'est une reconduction de. Ils n'ont pas une portabilité que l'on faisait des mutuelles pendant un certain temps? Si, c'est à moi. Voilà sur cet aspect mutuel, des questions, des remarques. On le voit, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. L'ordre du jour est écoulé. On passe aux questions diverses. Un point sur les travaux. Commencer. Pour les médecins, ça avance bien, mais pour une fois dans le temps. Et pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Il y a un médecin qui devrait, en titulaire de Céline, qui devrait arriver début mars. Au mois de mars. Au mois de mars. Au mois de mars. Donc c'est vrai que les travaux sont prévus finir en avril, hein, c'est ça. Ouais. Donc il y a un médecin qui arriverait en mars, et puis le deuxième donc en avril, puisqu'il a déjà des engagements par ailleurs. Il arriverait en avril. De toute façon, les locaux, ça doit se faire avant. Donc ça, c'est les locaux des médecins. Autrement, donc, il y a également donc, le 4e local, 43 place Saint-Pierre. Donc là aussi, ça a démarré. Là, c'est une livraison prévue au mois de mai, probablement. Là, en revanche, on a une entreprise qui a laissé le chantier. Qui est défaillante. Qui est défaillante. Donc on a retrouvé dans la foulée, donc ça devrait bien se passer. Les Christian, du coup. On n'a pas voulu le diffuser sur le démarrage du chantier pour pas que tout le monde freine. Mais ça s'est passé relativement vite, du coup, voilà, suite à une démarche positive de l'entreprise. Là, on est en démontage, on pas Oui. Ouais. Et donc là, il est prévu que s'installe une ostéopathe. Qui a souhaité en fait venir travailler sur Serran dès début janvier,
Donc elle fait aujourd'hui de la sous-location avec les 3 autres professionnels. Donc ce qui fait qu'elle peut venir, donc là elle vient donc travailler 3 jours par semaine. Et puis après donc elle intégrera donc le 4e local. Et autrement donc il y a le cabinet dentaire. Donc le cabinet dentaire normalement devait arriver aujourd'hui par grue. Le bruitage était prévu aujourd'hui. Mais le terrassement, en fait, compte tenu de la météo, a pris du retard. Et donc, normalement, la livraison est prévue donc, le 23 février. Et ce qui, selon l'entreprise, ne devrait pas générer un retard important par rapport à la mise à disposition pour le dentiste. En fait, c'est un bâtiment qu'ils préparent, hein, donc là, ils vont le préparer, j'allais dire, sur leur site. Et donc, là aussi, c'est normalement une livraison prévue donc, au mois de mars. Le terrassement a été fait, c'est la cause des réseaux qui se fait. Les conditions météo sont pas au rendez-vous. Malheureusement, pour la zone. Donc tout ça, c'est effectivement pour créer donc, les conditions pour pouvoir accueillir les professionnels qui souhaitent s'installer sur ces rangs. Et puis l'autre chantier, donc c'est la zone artisanale. Voilà, la zone des fréchères. Donc là aussi, qui va accuser donc, du retard puisque l'entreprise Colas notamment est en intempérie. Les terrassements sont compliqués avec les fortifiés. Il est prévu un report de la déviation. Oui. Ouais. Un supplémentaire là, du coup? Oui. C'est repoussé au 13, mais. Non, c'est repoussé au 13. Ah, oui. C'est une semaine. C'est pas en plus. Hein. Non. Jusqu'au 13. Voilà, jusqu'au 13. Tout dépend encore du temps à venir. Des fois, la surprise. Bah ouais, c'est ça, parce que là, la météo de cette semaine n'est pas. C'est pas pour moi. Comment? Donc voilà, plusieurs chantiers. Le souci quand même sur le visage sous le trottoir qui descend oui, puis une bus qui était écrasée. Oui. On a découvert ça aujourd'hui. Donc on ne sait pas s'il va falloir ouvrir très loin ou pas. C'est aujourd'hui qu'elle a été découverte? On a ouvert aujourd'hui pour voir l'hôtel. On a trouvé le problème a eu lieu la semaine dernière. Oui, c'est ça. Mais Oui, on a trouvé le problème aujourd'hui. Entre deux regards, on passe. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. C'était écrasé, une bus qui était écrasée, mais je pense que c'est depuis longtemps, à la pause, à mon avis, depuis le début. Et là, il y a un ballon qui est venu dans les bus, il est arrivé à l'écrasement, il n'a pas pu aller plus loin, donc il a tout bloqué. On est intervenu avec une Il n'y a plus de foot là. Jérôme Gauthier est venu. En 2000, c'est plus compliqué. D'accord. Ah oui, ça date un peu. Parce que C'est dans le but qui dépend de quelle solution. Ok. Les 3 travaux sont faits. Vous avez reçu le tableau pour les élections, pour tenir les bureaux de vote. Donc, c'est une obligation pour les élus. Donc, merci d'être présent. Je pense que vous avez tous reçu normalement. Ok. Et puis, c'est tout. S'il y en a qui souhaitent, il y a la réunion pour les bénévoles du Festival du Livre Jeunesse jeudi, dans les séminaires, le 12. Donc, il ne faut pas hésiter à venir ou à en parler autour de vous. Hein. C'est important, on a besoin de bénévoles pour notre beau festival qui est en cours de préparation. Voilà, je regarde Marie-Emmanuel qui Je pensais, parce que je sais qu'il y a 2 ans, le conseil avait été sollicité aussi. Ouais, c'est pour ça que Le parc ouais. Il n'y a jamais trop de bénévoles. C'est jeudi soir à 19h30, je crois. Ou après, si vous ne pouvez pas être présent à la réunion de jeudi, il faut pas hésiter à aller vers Laura. Enfin,
Là, en plus, c'est sur une journée, le samedi et le dimanche. Donc, Donc, le 21 mars, c'est le dimanche matin, 22 mars. on aura besoin de personnes sur les parkings. Ouais. Non, mais pas hésitant à parler autour de vous. Donc, il y a déjà des bons faits. Ok. Et donc, voilà. Peut-être que vous avez des choses à aborder en questions diverses de votre côté. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va lever la séance. On laisse la parole au public s'il y a des questions dans le public ou des remarques. Il n'y en a pas. Bon, écoutez, merci. Bonne soirée. Et ce n'est pas le dernier conseil du mandat. C'est pour ça que le revoir, normalement, on a le vote du budget Le 10 mars. Le 10 mars. D'accord. Voilà, en espérant que la trésorerie suive derrière. Voilà. Oui, donc la commission finance qui était prévue donc, le 16, compte tenu des difficultés justement de retour, c'est dû à des retours en fait, de l'administration, on la reporterait au 23, ce qui nous permet quand même de la tenir pour le 10. Oui. Ben, pour moi c'est bon. Le 23 Voilà. février. Et pour le 10, donc du coup c'est bon parce qu'il y a des... On va passer notre journée là. Oui, parce qu'il y a le 23 matin. Je ne paye pas le repas de midi. Hein.